Quand on pense aux plus grands auteurs de manga, nous pensons directement aux notables comme Akira Toriyama, Ishiro Oda ou encore Masashi Kishimoto. Cependant, il y en a d'autres qui ont produit des œuvres à succès très importantes, et Rumiko Takahashi en est un. Son nom n'est sûrement pas autant familier que les auteurs précédents, mais son impact culturel est tout aussi important. Possédant une carrière longue de plus de 40 ans déjà, elle a su produire d'innombrables succès comme très peu d'auteurs peuvent se vanter. Le catalogue Rumiko Takahashi a des histoires pour tous les goûts, allant des comédies romantiques à l'ambiance aimable jusqu'aux fantaisies relativement sombres. Dans cette vidéo, on discutera brièvement de la carrière incroyable de cette femme. Le début de sa vie. Rumiko Takahashi est née le 10 octobre 1957 dans la province de Niigata au Japon. Comme toute personne japonaise, dès son jeune âge, elle a été exposée au manga. Son intérêt grandit au cours des années et consommait beaucoup des œuvres des très grands auteurs de l'époque comme Osamu Tezuka ou encore Go Nagai. À partir du primaire, elle s'était déjà mise au dessin, essayant d'imiter les styles artistiques de ses sources d'inspiration. Plus tard, elle prit l'habitude de dessiner des gags manga très courts, communément appelés yonkoma, qu'elle soumettait à des maisons d'édition de temps en temps. Ce ne sera que pendant les vacances d'été suivant sa deuxième année universitaire qu'elle fera son début professionnel. Le manga, qui était originellement prévu pour ne durer que 5 chapitres, deviendra un phénomène marquant l'envol de cette carrière pas comme les autres. Au début des années 80, pendant l'ère dorée des OVA, l'un des mangas les plus populaires du Weekly Shonen Sunday fait son arrivée à la télévision japonaise. Lorsque la Terre est menacée par une flotte d'envahisseurs extraterrestres connue sous le nom d'Oni, Ataru est choisi pour représenter l'humanité dans un duel contre l'un d'eux. C'est un coup de chance rare pour Ataru que le duel soit en fait un jeu de chat, et que son adversaire soit Lamu, la fille du chef des Oni qui place sa dignité personnelle au-dessus de la victoire. Ataru le découvre en saisissant le haut de bikini de Lamu et avec elle la victoire. Aussi bizarre que cette prémisse puisse sonner, c'est bien comme ça que cette série a démarré. Rumiko Takahashi est l'un de ces auteurs qui adore donner un coup de bang dès le début de ses œuvres. Comme ça, elle est sûre de captiver l'attention des lecteurs de sitôt. Avec Urusei Yatsura, elle suit la formule d'un jeune homme qui rencontre une créature non humaine de façon atypique. Mais elle ajoute une autre couche singulière, celle qui d'ailleurs a fait de cette série un charme pour plusieurs générations japonaises. Celui d'un cast très grand, composé de plusieurs caractères avec des dynamiques très riches. Ataru Moroboshi, le coureur de jupons, Lamu, la petite amie possessive, Sakura-san, la sensei au fort caractère, mais qui veille quand même sur ses jeunes élèves, Mondo le gentleman, et etc. Il y en a de toutes les sauces, et leurs relations tout au long de l'histoire vont d'une péripétie à une autre. La recette était excellente, la série tournera pas moins de 195 épisodes et plusieurs films, dont Beautiful Dreamer, un des premiers chefs-d'œuvre du très grand réalisateur Mamoru Oshii. Rumiko Sensei avait bien fait de Urusei Yatsura une série gag science-fiction, mais elle a préféré la garder dans un format épisodique car elle se sentait beaucoup passionnée dans l'idée d'écrire ses personnages dans plusieurs situations inédites, sans aucune direction les unes des autres, cependant avec la série ayant toujours un sens de progression. C'est cet aspect-là qui a comblé son public qui chaque soir après une journée chargée pouvait se relaxer devant les aventures de ces personnages pleins d'humour. En tandem de la publication de Urusei Yatsura, Rumiko-san a démarré un autre manga sous le nom de Maison Ikoku. Bien moins populaire que le précédent, celui-ci s'est quand même forgé une grande réputation auprès des fans. Ici publié dans un magazine pour jeunes adultes, Maison Ikoku est un slice of life, un sitcom se déroulant dans une maison de pension. Godai est un ronin,
quelqu'un qui a échoué aux examens d'entrée à l'université. もう朝じゃないか。ここは僕の部屋で、僕は明日大事な模擬試験なんだ。おや、まだ起きてたんですか？私らに遠慮しないで寝りゃいいのに。Les autres ont tendance à organiser des fêtes sauvages, ce qui rend difficile l'étude de Godai. Dans ce quoi au total débarque Kyoko, récemment veuve en tant que nouveau manager résident. Godai tombera lentement amoureuse d'elle mais n'aura pas le courage de l'avouer. Maison Ikoku nous fait explorer le développement romantique entre ces deux-là. Malgré son aspect romantique, c'est une œuvre englobant de la comédie, le passage à l'âge adulte, et il traite de soucis quotidiens tels que trouver un emploi, passer à autre chose et l'importance de la communication. Le malentendu est une partie vitale de l'anime. La plupart du temps drôle, parfois sérieux, il y en a beaucoup. C'est en voulant se libérer de temps à autre de son manga comique aux éléments science-fiction que Rumiko-san s'est engagé dans cette histoire plus terre à terre. 私見たんです。どうしてキスなんかしたんですか？答えてください、五代さん。Le catalogue de Rumiko-san contient de très longues aventures pour la plupart, mais aussi des épopées bien plus courtes. Mermaid Saga s'inscrit dans le cadre dernier. Cette fois, Rumiko touche au genre dark fantasy et créatures mythologiques. Elle utilise à sa sauce les éléments du folklore japonais. La chair d'un Ningyo, souvent appelé sirène ailleurs, garantit l'immortalité. Les 3 tomes racontent plusieurs histoires se passant à plusieurs époques différentes. On suit Mana et Yuta, 2 personnes forcées à manger de la viande de Ningyo et qui deviennent immortelles malgré eux. L'être humain normal mourant forcément tôt ou tard, ils apprennent à vivre avec le fait de perdre des proches et se rapprochent de plus en plus de leur solitude. Mermaid Saga est aussi la plus violente œuvre de Rumiko Takahashi, montrant à quel point les hommes deviennent corrompus et sans pitié pour être immortels. Une série animée verra le jour un peu plus tard, au début des années 2000. La série est recommandée à tous les fans de Rumiko. La série la plus populaire de Rumiko-san dans cette décennie n'était rien d'autre que Ranma 1/2. Fin des années 80, Dragon Ball prend d'assaut le monde entier avec ses combats épiques d'arts martiaux largement inspirés des films de Jackie Chan. Après le succès de ces 2 premiers mangas, Rumiko-san surfe sur cette vague de films kung-fu comiques et s'engage dans un nouveau manga, et ce durant la même année. Les 2 titres précédents étaient achevés. Celui-ci sera son premier gros succès à l'international. En France notamment, il fait partie des programmes phares du Club Dorothée sur TF1. Contrairement à ses précédentes séries, même celles qui sont épisodiques, Ranma 1/2 manquait d'une progression générale dans l'histoire et l'intrigue n'était quasiment pas développée. Comme beaucoup d'animés de l'époque, Ranma s'est arrêté subitement sans atteindre son but final à l'écran. Généralement, quand cela arrive, c'est très certainement dû soit à une baisse de l'audience ou lorsque l'auteur du matériel source n'arrive pas à la conclusion au moment où les animateurs sont prêts à en finir avec l'anime. Dans le cas de Ranma 1/2, c'est la deuxième option, car Rumiko-san n'arrivera à la conclusion de son manga qu'en 1996, soit 4 ans après que l'anime soit discontinué. Les années 2000. Grande travailleuse qu'elle est, semble aussi ne pas avoir de blocage d'écriture. Elle enchaîne avec Inuyasha, juste après avoir bouclé Ranma 1/2. Mermaid Saga avait déjà démontré qu'elle n'était pas qu'une adepte du genre rom-com, mais aussi une grande appréciatrice des dark fantasy. Avec Inuyasha, elle a pris pour modèle plusieurs yokai, entités surnaturelles du folklore japonais existant, mais en a aussi créé certains tout au long de l'histoire. Les 2 personnages principaux étant un Oni et une fille des temps modernes, était une dynamique qu'elle a pensé pouvant créer un grand intérêt chez le lecteur. À ces 2 s'ajoute un cast de taille relativement adéquat avec qui ils iront à la recherche des fragments de la pierre du Shikon, en japonais Shikon no Tama.
Le triangle amoureux entre Inuyasha, Kagome et Kikyo, ainsi que les drames concernant les castes principaux font le cœur de l'œuvre. Le parallélisme entre Kikyo et Kagome est aussi beaucoup exploré. L'une est une fille plutôt assertive, au caractère plus émotif et plus libre de ses actions, et l'autre une prêtresse qui doit maintenir un comportement parfait et exemplaire, et qui donc ne peut se permettre à compatir, avec voire plus loin tomber amoureuse d'un démon comme Inuyasha. Inuyasha doit venir en terme avec ses sentiments pour Kikyo, et ne plus enterrer au fond de lui son affection pour Kagome. Le tout sans oublier la présence du malicieux Naraku, qui s'est vendu à plus de 1000 démons, dû au chagrin que lui a infligé le fait de voir Kikyo passer du temps avec un autre homme beau et mobile, pas comme lui brûlé jusqu'au visage, incarnant la pitié. L'histoire se termine en donnant le meilleur traitement pour tous les conflits, laissant place à un développement pour tous ceux qui ont pris parti. Inuyasha est sûrement son œuvre la plus adorée hors des frontières du Japon. Le temps auquel il fait partie, celle du Big Three et des nombreux autres shonen de combat qui sont toujours d'actualité aujourd'hui est un grand facteur de son succès. Pour conclure, Rumiko Takahashi est bel et bien un mangaka extraordinaire qui a beaucoup contribué à la culture manga. Elle a pu laisser un esthétique assez reconnaissable, même pour les fans qui n'ont pas lu ses œuvres. Tout au long de ses 44 années de carrière, elle a prouvé ses marques sur plusieurs genres, délivrant des histoires qui vont marquer les fans même des décennies après. Urusei Yatsura revient aux petits écrans, cette fois sur une nouvelle forme, plus moderne. Alors pour ceux qui ne veulent pas se taper 195 épisodes d'un animé des années 80, eh bien vous aurez une nouvelle alternative.